Aujourd'hui, le parcours d'un ingénieur youtubeur qui a une carrière singulière. Sylvain Lepoutre a commencé en tant qu'ingénieur en conception de fontaines en France. Puis il est devenu entrepreneur aux États-Unis avant de revenir d'être intrapreneur en France à nouveau. Et maintenant, il est youtubeur à temps plein. On va revenir sur sa carrière, notamment les tournants qu'il y a eu dans sa carrière, les expliquer pour que ça puisse potentiellement t'inspirer ou même te donner des idées de ce qu'il est possible de faire dans une carrière multifacette. Petite parenthèse avant de commencer, vous êtes donc sur le podcast Discussion d'ingénieur qui est disponible sur votre plateforme de podcast préférée et aussi sur YouTube sur ma chaîne secondaire. Je suis aujourd'hui avec Sylvain Lepoutre qui lui-même a deux chaînes YouTube. La première, le coin des youtubeurs, qui aide à créer et à développer sa chaîne YouTube. Ça fait plus un an et demi que je suis là-dessus et il a du contenu que je recommande très fortement. Deuxième chaîne YouTube qu'il a, c'est Mon Petit Réflexe, qui est une chaîne dédiée à la photographie. Alors c'est un domaine que je connais un peu moins, mais il semble avoir la même bonne humeur et la même attitude, l'approche analytique et de résolution de problèmes et donner de la valeur aux personnes. Donc je pense que si vous êtes dans la photographie, elle pourrait aussi vous plaire, Mon Petit Réflexe. Bref, sans plus attendre, on est parti avec Sylvain Lepoutre, les tournants de sa carrière d'un ingénieur, ancien entrepreneur, maintenant youtubeur. Avant tout, est-ce que tu as voulu être ingénieur quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais faire? Comment est-ce que tu es arrivé dans une école d'ingénieur? Non, pas vraiment. Enfin, je vais pas dire que c'est aller contre nature, mais quand on est au lycée, généralement, on a un petit peu du mal à visualiser ce que c'est qu'un ingénieur, qu'est-ce que ça fait et puis d'ailleurs, il y a tellement de sortes d'ingénieurs différents que c'est en vrai difficile d'imaginer ce que ça peut être. Donc j'ai plutôt un parcours classique où je me débrouillais plutôt pas mal, pardon, dans les sciences et tout ça et donc ben, tu te dis: «Oh, ça fait, je vais aller en classe prépa et puis après ça, je vais faire probablement une école d'ingénieur». Généralement, on cherche tous à faire l'école généraliste pour pas avoir à choisir, quoi et on va le plus loin possible jusqu'à ce qu'on ait besoin de choisir quelque chose. Donc c'est à peu près ce parcours-là que j'ai suivi, en fait, en réalité, même si voilà, je savais que les sciences m'intéressaient, que, l'industrie et l'entreprise m'intéressaient aussi. Mais on va dire que la ma spécificité en tant qu'ingénieur, elle est arrivée pendant mon école d'ingénieur et c'était pas, un truc, une passion où je savais 4 ans à l'avance que c'était absolument ça que je voulais faire. D'accord. Et quand tu parles de spécificité, c'était quoi justement ta spécialisation en dernière année ou au cours de l'école? Alors au cours de l'école, on n'avait pas vraiment de spécialisation dans notre c'est une petite école, hein, celle de Nancy, l'ENSGSI, mais chacun prend un peu ce qu'il veut quand même et moi mon gros dada, c'est la conception de produits, l'innovation de produits. Donc vraiment de produits, matériels physiques quoi. Ce qui peut être assez paradoxal quand on voit ce que je fais aujourd'hui. Ouais, ouais, donc tout ce qui est CAD, dessin sur ordinateur et design et production, c'est ça? Ouais et puis toutes les étapes amont, si tu veux, tout ce qui est, prototypage, créativité, toute cette partie-là et puis même, trouver des réponses à des besoins, analyse de besoins, analyse sectorielle, veille, tous ces trucs-là. Pour donner une idée, en deuxième année d'école d'ingénieur, on avait un projet de groupe, c'était une demi-journée par semaine, on était 4. La plupart étaient attachés à une entreprise qui était partenaire de l'école et puis nous, on était le petit, le vilain petit canard qui avait pas d'entreprise. Donc les profs nous ont pondu un truc en disant: «Bah, innovation sportive, vous démerdez» et en fait, on a tellement pris le truc à bras-le-corps que, on a fait toute l'analyse sectorielle, on a trouvé un besoin, on a développé un produit, on a fait des prototypes, on est allé voir des professionnels, on a déposé un brevet et on a vendu le brevet à la fin de l'année. Donc on est allé jusqu'à ce stade-là, si tu veux et on est allé vachement plus loin finalement que les autres parce que, je pense, au départ, on avait un truc vachement plus ouvert finalement et on s'est vraiment éclaté cette année-là et c'est là que je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir un jour, je veux monter ma boîte et avoir toute cette liberté d'action, en fait, qu'on a eu pendant ce projet-là, quoi». D'accord. Donc à ce moment-là, tu te dis, ça te plaît d'aller au fond des choses et Ouais. qu'est-ce qui fait que tu vas commencer en plus tu as commencé j'ai vu dans un domaine qui est quand même assez, c'est la première original on va dire, c'est la première fois que je l'entendais, c'était dans tout ce qui est, les fontaines. Ouais. Tu pourras peut-être m'en dire un peu plus? Parce que tu es littéralement la première personne que je connais en tant qu'ingénieur qui a travaillé dans ce secteur-là à un moment donné. Donc comment est-ce que tu passes comment ça se passe pour ton premier travail, on va dire, alors que tu as peut-être cette volonté sous-jacente de dire: «Bah, j'ai envie de faire mon entreprise un jour». Est-ce que ça faisait partie du chemin ou comment est-ce que tu l'as vu toi? Ouais, ça faisait partie du chemin, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu ce fameux projet-là de 2 année ingé, je me suis dit: «OK, je veux, un jour pouvoir monter ma boîte». J'étais pas 100 confiant dans l'idée que je pourrais le faire tout seul, dans un premier temps, donc je me suis dit: «Je vais me former à un maximum de métiers possibles dans mes premières expériences pro, pour ensuite avoir confiance, dans le fait de lancer mon activité».
Et donc, j'ai choisi un stage de fin d'études dans ce cadre-là. C'était un stage de 8 mois et là, c'est une entreprise alors c'est aussi hyper spécifique. C'est une entreprise qui est leader mondial des listes d'hippodromes. Donc tu sais, toutes les barrières blanches qu'il y a autour des hippodromes là, en PVC, Ouais, et donc ils sont en région parisienne et donc j'avais fait mon stage là-bas en conception de produits et puis j'ai fait un petit peu de commercial aussi, par la même occasion ouais, et ça s'est pas hyper bien passé avec la direction de la boîte, on va dire, donc c'est pour ça que j'ai pas continué dans cette boîte-là. Et ensuite, j'ai cherché pas mal et j'ai fini par trouver ce job dans une petite boîte qui fait de la fontainerie. Donc c'est une boîte où on était, je crois 8, un truc comme ça, 7 ou 8, productions comprises, tu vois? Et dans lequel il y a, des études, du commercial, du développement de produits, toute la partie administrative. Enfin, en fait, tu as vraiment tout le scope complet d'une entreprise, mais à 7 8 personnes, d'une entreprise industrielle quoi, de la R&D, tout ça. Et là, j'avais une triple casquette dans cette boîte-là et c'est ça qui me plaisait. C'est que j'étais à la fois au SAV, en gros, tu as des clients qui sont pas contents, qui ont un problème sur leur fontaine et cetera, c'est à toi, Sylvain, de trouver des solutions. À la R&D, donc développement de produits, ce qui m'éclatait vraiment parce que pour le coup, on avait un peu de retard sur nos concurrents, allemands, indiens et cetera et donc fallait réussir à innover et faire des produits un peu moins chers, mais qui avaient la même efficacité que ce que faisaient les autres. Et puis, là où j'ai le plus bossé, c'est sur les études. C'est-à-dire, bah, on a un client qui a une demande qui veut faire telle fontaine, et ben, on va faire les plans, on va dresser la liste de tout le matériel, on va trouver des installateurs qui vont faire l'installation et voilà, donc tout le truc de A à Z. Donc j'avais cette triple casquette, plus le fait que, ben, quand, la secrétaire était malade, ou qu'il y avait un de ses gamins qui était malade, bah, fallait gérer la logistique, fallait gérer, enfin voilà, fallait gérer ces trucs-là aussi et donc ça a permis de mettre un peu un doigt dans l'engrenage et j'ai trouvé ça très, très cool comme expérience. ouais, c'est complet, hein. 3 Ouais, entre, bah oui, mais SAV, c'est ce que R&D, je études, cherchais. ouais, Si tu veux, la caricature de ce que je voulais pas, ce que je disais tout le temps à l'époque, c'était: «Je veux pas être, genre l'ingénieur chez Airbus qui va travailler à l'amélioration continue du roulement à billes de la 4e roue de l'avion, quoi». C'est vraiment le genre de truc qui me botte pas du tout. Voilà, donc je voulais, chercher des boîtes les plus petites possibles pour faire des choses les plus larges possibles. non, c'est cool et donc tu rentres là-dedans, tu as cette idée de tu veux apprendre un maximum, tu veux faire plein de choses, donc un peu profil, touche à tout, dans le sens positif du terme. Comment ça se passe ensuite le lancement de du côté entrepreneur? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé enfin déjà, qu'est-ce que tu as fait ensuite et comment ça s'est passé l'interjonction? Est-ce que c'était en parallèle? Est-ce que tu as commencé à le faire un peu, sur tes le soir et les week-ends? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit: «Bah, ça y est, ça fait 3 ans, je me lance»? Non, ça a été forcé par le destin. C'est-à-dire qu'on donc je suis resté 2 ans et demi, je crois, dans cette boîte-là, qui faisait des fontaineries et les 6 derniers mois, on savait qu'on allait partir aux États-Unis avec ma femme parce qu'elle, elle fait de la recherche et donc elle avait un post-doctorat, aux États-Unis. Donc on savait qu'on allait partir, je savais que j'allais quitter mon job et donc j'ai essayé de préparer la suite. Évidemment, étant dans les fontaines, j'avais une idée de ce que j'aimerais développer comme nouveau concept de fontaine, des fontaines plus écolo notamment. Donc j'avais monté tout un projet d'entreprise pour des fontaines écologiques, qui fonctionneraient uniquement à l'énergie solaire, qui auraient une filtration naturelle, enfin, tu vois? Des trucs qui seraient, ça avait un double avantage. Je sais comme j'ai une audience d'ingénieurs, je sais que je peux vous en parler un peu plus en détail. Mais ça avait un double avantage, c'est que non seulement c'était écolo, parce que les fontaines, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo quand même. En plus de ça, comme ça fonctionne à l'énergie solaire, bah, plus tu as de soleil, plus ta fontaine est imposante. Ce qui est à peu près le moment où tu as envie d'avoir des fontaines qui marchent. Finalement, quand il fait pas beau, on s'en fout des fontaines. Quand il fait beau, tu veux qu'il y ait un grand jet d'eau. Donc c'était cohérent avec l'énergie solaire et zut, j'ai pas eu le fil de ma pensée. Tu sur les Hem, doubles avantages ou les triples avantages des fontaines, oui. Le truc qui était cool aussi, c'est que du coup, ta fontaine, elle devient totalement, déconnectée du réseau. C'est-à-dire qu'elle est plus connectée au réseau d'eau, elle est plus connectée au réseau d'électricité et donc en fait, elle devient d'un seul coup transportable. C'est-à-dire que je peux, moi, te ramener une fontaine pour ton mariage, en camion, je te l'installe dans le jardin, tu as un truc, tu as l'impression que c'est Versailles, quoi et puis, après le mariage et ben, on vient, on remballe le truc et on l'installe ailleurs, quoi. Et donc ça, c'était mon projet entrepreneurial, mais donc j'ai fait un peu de R&D, même quand on est arrivé aux États-Unis. J'ai acheté des petits panneaux solaires, des petites ponts, je faisais mes calculs, tous mes trucs pour voir comment ça marchait. Mais j'avais un souci à ce moment-là, c'est la question de l'investissement. C'est-à-dire que pour lancer ça, il fallait un investissement financier important. J'avais aucune idée de comment lever les fonds. C'est pas en plus, c'est pas tellement mon état d'esprit de m'endetter pour démarrer une activité. Je suis plus, bootstrap dans l'idée. Donc bootstrap, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros,
démarrer de pas grand-chose et puis les premiers 100 € qu'on récupère, on les réinvestit dans l'entreprise jusqu'à ce qu'on ait 1 000 € qu'on réinvestit dans l'entreprise et on réinvestit tout le temps ce qu'on gagne, quoi. Et ça, je suis plus confortable dans cet aspect-là que dans l'aspect, s'endetter ou trouver des financeurs. Donc j'ai été bloqué par ça et j'ai été bloqué aussi par le fait qu'on est allé aux États-Unis fin 2008, si je dis pas de bêtises, ou fin 2009, au moment de la crise des subprimes. Et à ce moment-là, il y a eu 2 effets. Le premier effet, c'est qu'il y avait plus aucun boulot, en Californie, quand on était en Californie. Donc ça m'a permis effectivement de développer mon projet entrepreneurial parce qu'il y avait personne qui embauchait là-bas. Et le deuxième effet, c'est que en France, là où l'écologie était hyper importante, on s'en souvient plus trop, mais entre 2005 et 2008-2009, l'écologie, c'était quasiment le sujet numéro un. Et 2009, crise économique, tout le monde s'en foutait de l'écologie, c'était terminé. On l'a oublié, on l'a remis, vraiment aux oubliettes et et du coup, mon projet, semblait ne plus avoir de marché, en tout cas, à ce moment-là. Donc je l'ai un peu, laissé tomber avec le temps, une fois qu'on était aux États-Unis. Après, je sais pas si tu veux que je continue l'histoire comme ça? Non, si, si, absolument. La seule remarque que je me fais, c'est marrant que déjà à l'époque, tu étais plus en mode bootstrap, ce qui est quand même très Oui, philosophie YouTube. oui, complètement, Mais si, complètement. si, absolument. Donc là, tu arrives, la crise, le projet, les priorités changent, l'environnement, c'est gentil, mais c'est du second ordre hein, par rapport à un phénomène de magnitude 1. Tu fais bon, on va commencer par l'économie. Et, C'est ça. et comment ça se passe ensuite? Et alors ensuite, donc bah, j'ai cherché du boulot là-bas. Évidemment, j'ai visé des boîtes de fontaines, notamment, une entreprise qui a fait toutes les fontaines du Bellagio, du Burj Khalifa, enfin, tu sais, toutes les plus grandes fontaines du monde. Ils étaient à Los Angeles, tout près de chez nous. Je pense que j'étais vraiment pas loin d'avoir un job chez eux et j'aurais adoré, mais ça s'est pas fait. Et puis ensuite, dans plein d'autres boîtes, j'ai vraiment mis des candidatures un peu partout dans des boîtes industrielles. Mais encore une fois, j'avais une maîtrise imparfaite de l'anglais par rapport à des Américains natifs. Et puis voilà, il y avait de 12 de chômage en Californie à ce moment-là. Donc, bah, j'avais pas beaucoup de chance finalement. Et j'avais la difficulté d'avoir en plus, on venait d'avoir notre fille là-bas, donc je devais m'en occuper la journée. Et là-bas, en fait, le modèle pour trouver un premier boulot, c'est que tu prends un stage, pas ou peu rémunéré pendant 6 mois, 1 an et si tu fais tes preuves pendant le stage, après, ils t'embauchent. Et on n'avait pas ce loisir-là parce que s'il fallait qu'on fasse garder notre fille, je sais plus, c'était 2 500 Ouais, par mois, un truc comme ça ça pour coûte la beaucoup faire plus garder. On cher n'avait pas ce de. genre de finances et donc du coup, il fallait que j'ai tout de suite un CDI quoi, ou un C donc c'était pas possible. Et donc petit à petit, j'ai fait le deuil des fontaines. J'ai bossé un petit peu pour un mec qui faisait des fontaines, à l'autre bout des États-Unis, mais par internet. Il m'envoyait des plans, je lui faisais des études. Enfin, tu vois, j'ai fait quelques petites piges comme ça pour un gars là-dedans et ensuite j'ai commencé à shifter un petit peu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une annonce, mais genre c'était à un an, avant qu'on reparte des États-Unis. On est resté 3 ans là-bas. J'ai vu une annonce d'un gars, donc ce monsieur s'appelait John et en plus très intégré dans tout ce qui était, communauté, de développement libre, développement logiciel libre, et cetera. Linux à fond, je sais plus comment ça s'appelle, LibreCAD, c'est le logiciel de Ouais, conception, j'imagine enfin, conception 3D, voilà. Il était à fond l'équivalent dans tout ce open truc-là. source. Et donc voilà, il cherchait des gens qui avaient des projets, qui voulaient construire ou fabriquer des produits. Ils se disaient: «Voilà, j'ai toutes ces machines, il faut que ça serve à quelque chose». Donc j'ai dit: «Ouais, moi, ça m'intéresse». Donc je suis passé le voir et à ce moment-là, je voulais travailler sur un projet qui était safe, qui allait se faire rapidement et donc en fait, j'ai repris le projet qu'on avait fait en deuxième année ingénieur. Qui très rapidement, en gros, était un concept de semelle massante. C'est-à-dire que chaque fois que que tu marches, ça te masse le pied. Donc tu avais des poils sous la voûte plantaire et puis une fleur sous le talon qui s'ouvrait comme ça et qui massait ton talon. Ça, c'était le concept. J'avais, vérifié un petit peu l'entreprise à laquelle on avait vendu le brevet apparemment n'avait rien fait du tout de l'idée. Je me suis dit: «Je vais retransformer un peu le truc pour pas que ça enfreigne le brevet» et aux États-Unis, tout le monde passe ses journées en tongs. Je me suis dit: «Il y a moyen de faire une tongs, flower power avec un peu de massage en dessous et tout, il y a moyen de faire un truc cool». Donc en fait, OK. on s'est lancé là-dedans dans un premier temps. Donc on a fait, bah, toute la conception 3D sur les logiciels libres. Ensuite, on a fait l'impression 3D de la partie, malle. Ensuite, on s'est intéressé à tout ce qui était moulage silicone. Donc ça, c'est très drôle parce que tu vas dans des quartiers de North Hollywood où tu as,
les magasins qui fournissent toute l'industrie du cinéma, si tu veux. Donc, tu as tous les masques en silicone, enfin, c'est trop drôle, quoi. Donc, on a appris à faire du silicone, ce qui est pas quelque chose de facile. Tu as des problèmes de bulles, tu as des problèmes de pression, enfin voilà, c'est très, très drôle. Donc on a fait notre moule et ensuite, ça m'a permis de faire ma fleur en silicone. On a passé nos tongs, sur l'étape CNC, on a collé nos trucs, enfin voilà, on a fait tout le process et puis ensuite on les a testés, grandeur nature, on s'est baladé avec et c'est là que s'est rendu compte qu'en fait le concept initial ne marche pas. C'est-à-dire que, juste la densité qu'on avait pris la densité de matériaux qu'on avait pris, était trop faible pour qu'on ressente un effet massant. Mais c'était déjà trop élevé parce qu'après une demi heure de marche, tu as tes muscles qui étaient tout tendus et ça faisait mal aux pieds, quoi. Donc on s'est dit: «Merde, en fait, le concept de départ, il était sympa, mais ça fonctionne pas, quoi». Donc du coup, on a laissé tomber ça et là, la montre commençait à avancer. On savait que 6 mois après, on devait quitter les États-Unis parce que ma femme finissait son postdoc Ouais. et dans le même temps, j'avais, acheté une petite GoPro. C'était la GoPro 2 à l'époque, et donc ça commençait à démocratiser les caméras, en fait. On commençait à pouvoir se filmer, pareil, les smartphones à l'époque filmaient très mal, donc on commençait à pouvoir se filmer pour, pas grand chose. Ça a commencé à se démocratiser vers des gens qui filment leur quotidien et plus uniquement des surfeurs ou des mecs qui font du parapente, quoi. Hem et donc je m'étais filmé un week-end où j'étais parti dans la vallée de la mort en randonnée. Et quand j'ai fait mon montage vidéo, l'image bougeait dans tous les sens, c'était pas stable du tout, c'était un peu dégueulasse. Donc je me suis dit: «Il faut que je me fasse un petit stabilisateur de caméra» et j'ai cherché à en acheter un d'abord et j'ai vu qu'il n'existait que alors à l'époque, c'était la marque Steadicam qui développait surtout ça, et le truc le moins cher qui existait, il était à 800 quoi, 800-850 alors qu'une GoPro, la révolution de la GoPro, c'était que tu te filmais pour un truc qui coûtait 200. Et donc je me suis dit à ce moment-là, je vais développer un stabilisateur de caméra, au début pour moi, mais après je me suis rendu compte que c'était pas trop compliqué de le produire et le but c'était de faire un stabilisateur de caméra à 60, ce qui me paraissait un bon prix psychologique, comment dire? Par rapport au prix de la caméra. Une caméra à 200, tu vas acheter ce qu'on va considérer un accessoire. Un accessoire, tu vas pas le payer aussi cher que la caméra, donc je trouvais 60, c'était un bon prix à viser. Ouais. Hem et là, j'ai fait, alors je sais plus comment ça s'appelle, du design to cost, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle, si je me souviens de mes vieux cours, à l'ENSGSI. Et donc le design to cost consiste à concevoir son produit pour atteindre ce prix de vente de 60. Donc en gros, tu vas dire 60, si jamais c'est distribué dans des magasins, les magasins vont prendre 50. Donc il faut que moi je le vende en gros à 50, 30 pardon, et donc il faut que mon coût de production, il soit à 20 quoi, un truc comme ça pour que j'ai mes 10 de marge. Donc tu calcules le temps de travail, tu calcules, les matières premières et cetera. Et là, c'était vraiment fun parce que, j'ai pu trouver, donc je trouvais des tutos sur YouTube au départ de gens qui se faisaient des petits stabilisateurs pour eux et ensuite je suis allé à Home Depot et puis j'étais chercher c'était des bouts de tuyaux, des plaques de métal, c'était vraiment des trucs pour la construction et puis j'ai fait mon petit Lego, j'ai fait mon petit truc comme ça et ensuite j'ai juste acheté une perceuse, et une petite scie et puis voilà, j'ai commencé à faire mes stabilisateurs comme ça et j'ai lancé un Kickstarter puisque comme on avait que 6 mois, il fallait s'assurer de faire suffisamment de ventes et donc, voilà, j'ai fait un Kickstarter pour ce stabilisateur plus un slider que j'avais fait, qui était pas forcément extraordinaire le slider. Il y avait un peu des défauts et donc ça m'a permis de lever 25 000 à l'époque et puis j'ai fabriqué tout ça pendant l'été. Les 2 derniers mois, on était aux États-Unis. J'étais sur la terrasse avec mes bombes de peinture, avec ma perceuse à faire tous les produits pour pouvoir les expédier aux gens qui avaient soutenu le projet, quoi. Donc c'est comme ça qu'est née ma première boîte, en fait. Waouh, c'est dingue de dire que ça c'est tellement, organique, entre guillemets, comme, façon de faire. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème que tu as eu toi et tu t'es dit: «Bah, tiens, il y a moyen de faire quelque chose» et tu avais le temps et l'énergie disponible à ce moment-là pour pouvoir le faire. Ouais. Ouais, c'est le classique, j'ai un problème, je vois ce qui existe. Ah bah, il y a rien qui me correspond, bah, je développe un truc qui va répondre à mon problème. Ouais, ouais, C'est classique des entrepreneurs. ouais, ouais, c'est comme ça aussi que j'ai commencé ici. C'est tu sais, je cherche un travail, il y a personne qui s'il y en a qui permettent d'aider, mais ouais, c'est pas aussi bien que j'aimerais, bon, voilà, donc pareil. Non, c'est OK et donc là, tu fais, donc tes 6 000 enfin, tu en avais combien? Tes 600, 1000, ouais, tes 600 à peu près, stabilisateurs Ouais, et c'est ça, oui, ouais. 500 300-400 je crois, j'avais un truc comme ça. 300-400. Ah oui, parce que tu as les sliders en plus, donc ça augmente Il un y avait peu les sliders à côté, ouais. le coût
300-400 units, ça te prend 2 mois. Tu rentres en France et ça qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ça continue ou pas? Tu as toujours pas commencé à faire une chaîne YouTube à ce moment-là? Non, pas encore. Enfin, j'ai fait une chaîne YouTube, alors déjà, on avait créé une chaîne YouTube pour notre blog, familial. Donc on avait posté quelques petites vidéos qui allaient sur notre blog, mais ça il y a zéro réflexion. C'est vraiment de l'hébergement là, c'est de l'hébergement de vidéos. Après, j'avais démarré une petite chaîne YouTube pour ma boîte de stabilisateurs, où j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables des boîtes, des entreprises. Je faisais que de parler de mes produits, de moi, de voilà, sans absolument pas penser, aux gens de l'autre côté, quoi. Hem, mais c'était un apprentissage, l'air de rien. Et ensuite, alors on est rentré aux Pays-Bas, on n'est pas rentré en France, on est allé aux Pays-Bas où ma femme a eu un autre contrat, à l'Agence spatiale européenne. Et là-bas, je me suis retrouvé avec une difficulté, alors double difficulté. Première difficulté, c'était de me rendre compte qu'en fait, un financement participatif, c'est génial, je le conseille à tout le monde, parce que les gens sont bienveillants, tu as un financement qui te permet justement de t'assurer ta production. Tu as en plus des gens qui sont prêts à participer à la conception du produit en disant: «Tiens, ce serait bien que tu penses à ça, ça, ce serait mieux que ça» et cetera. Mais tu te rends compte qu'en fait, il y a un énorme effet booster au moment de la campagne et qu'après, il ne se passe plus rien. Tu as plus de vente, plus personne n'est intéressé par le produit ou presque. Tu peux avoir une demande ici ou là. Mais ça permet de comprendre un peu comment fonctionne un effort commercial quelque part et qu'en fait, un effort commercial, c'est quelque chose qui doit être soutenu dans le temps et que c'est pas du tout: «Bah, j'ai un super produit, donc les clients vont arriver tout seuls». C'est con à dire, mais on a souvent un peu cette mentalité-là. En tout cas, on pense que ça vient tout seul. Donc ça, c'est la première chose et deuxième chose, c'est que, de toute façon, je pouvais plus produire de nouveaux, stabilisateurs parce que je trouvais pas les bonnes pièces. Aux Pays-Bas, on n'avait pas les mêmes pièces que chez Home Depot aux États-Unis et je j'avais pas de quoi le faire. J'avais eu les retours des premiers utilisateurs qui me disaient: «Mécaniquement et tout, ça marche nickel. Par contre, le produit, il est moche, en termes de design. Donc s'il y a une version 2, ce serait bien de la faire, un peu plus pro, quoi». Et donc du coup, je me suis lancé dans le développement d'une version, cette fois-ci, plus industrialisée, avec de la découpe laser, tout en aluminium, anodisé et cetera, avec un marquage dessus. Toujours dans l'idée que ça puisse être démontable et que ça puisse être un truc qui rentre dans une petite boîte comme ça dans ton sac à dos. Hem et donc là, avec, sous-traitance dans une boîte française, avec du coup une série pour que ça rentre dans les frais, enfin voilà. J'ai fait un nouveau financement participatif qui a marché un peu moins bien que le premier. Et puis là, le stabilisateur du coup coûtait plus cher. Il coûtait, je crois 200 €, 150 ou 200 € à ce moment-là, ou 120 peut-être, je sais plus. Enfin voilà, plus cher que le premier en tout cas, c'est normal. Et la difficulté, c'est que dans le même temps, commençaient petit à petit à arriver tous les stabilisateurs chinois. Et je vais te passer les détails, mais en gros, donc on est toujours sur la stabilisation mécanique, il n'y avait pas encore les petits moteurs et tout ça à l'époque. Je te passe les détails, mais en gros, pour un stabilisateur mécanique, plus tu peux ajuster des petits poids, des petits détails et cetera, plus tu vas être précis dans l'équilibrage de ton appareil. Sauf que ça, c'est contre-intuitif quand tu veux vendre un produit à des amateurs qui, cherchent une solution simple. Et en fait, les Chinois avaient bien compris ça. Eux, ils avaient des systèmes avec un seul poids unique et tu avais genre une espèce de balancier ou de bascule et donc sur le packaging, quand tu regardais le truc ou quand tu voyais sur la fiche produit Amazon, tu disais: «Ah, ça a l'air super facile à utiliser» et en fait, c'est tout l'inverse. C'était une grosse galère à équilibrer leur truc, mais pour l'acte d'achat, c'est génial ce qu'ils ont fait, en fait. Là où moi, j'avais plein de petites rondelles et cetera, ça avait l'air compliqué comme truc, D'accord, ouais. mais en réalité, à l'usage, c'était plus simple. Donc j'étais aussi face à une difficulté de lisibilité de l'usage du produit. Enfin voilà, ça commençait à devenir un peu compliqué tout ça. Et ensuite sont arrivés les trucs avec les moteurs, Et heu, là, les brushless, les nacelles, et cetera. Et là, en gros, je me suis dit: «Bah, soit je continue là-dedans, mais déjà j'ai plus les compétences et puis peut-être qu'il faut que j'envisage qu'il y ait un jour une équipe, et cetera. Soit je pars sur autre chose, quoi». Et donc aux Pays-Bas, je pouvais pas travailler parce que j'avais pas de permis de travail là-bas. c'est Hem, pas ah non, c'est on peut pas, dans l'Europe, Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ma femme avait un statut particulier, elle avait un ah, statut de, comment on appelle ça? De diplomate. Et donc, OK. lié à ce Hein, statut-là, c'était un peu compliqué. d'accord, OK. Hem, et dans le même temps, moi, j'ai commencé à faire de la photo et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon 1er appareil photo et que j'ai démarré une chaîne YouTube. Mais cette chaîne YouTube, au début, le but était vraiment on va dire de partager, les progressions de quelqu'un qui part de zéro, qui n'y connaît rien. Et à l'époque, on trouvait juste quelques infos sur des blogs et c'était des infos données par des professionnels avec un vocabulaire que je ne comprenais pas,
l'ouverture, le temps d'exposition, les machins, les diaphes, les IL, et cetera. Je me perdais dans les trucs. Donc je me suis dit: «Je vais démarrer un truc simple pour les gens qui ont pas envie de se prendre trop la tête, quoi». Et l'idée de faire des vidéos YouTube au départ, c'était simplement qu'on avait eu l'expérience avec notre blog de famille à l'époque, et qu'un blog, bah, c'est d'écriture, c'est trouver les images, et cetera. Ça me paraissait beaucoup trop long et je me suis dit: «Bon, je suis un peu à l'aise à l'oral, la caméra, c'est plus simple, tu appuies sur le bouton, tu tournes, tu parles et puis voilà, c'est plus rapide, quoi». C'était Ouais, l'idée de départ. ouais. Je me rends compte, après quelques années que c'est plus le cas, mais l'idée de Alors, départ, c'était que ce soit plus on simple. on pourrait presque Et je dire me disais au pire, vas-y, vas-y. tu apprendras à t'exprimer sans comment dire? Ça t'aidera dans ta prestance à l'oral, de faire une chaîne YouTube et ça t'aidera pour tes prochaines activités professionnelles, finalement, pour trouver un job, pour du management ou des choses comme ça. Si tu regardes les premières vidéos YouTube que je faisais, bah, tu as plein de bruits comme ça, de bruits de bouche, de machins comme ça. Ouais. C'est des trucs, au début, ça t'énerve et puis petit à petit, tu apprends à ne plus les faire. Et c'est important, l'air de rien, aussi pour n'importe quelle expérience en entreprise. Donc je me disais: «Au pire, j'ai rien à perdre. Au pire, je vais gagner un petit peu d'expérience dans l'aisance à l'oral». C'est marrant l'aspect, c'est simple, tu vas appuyer sur le bouton et tu vas tourner. J'ai Mmh presque mh. l'impression en t'entendant dire ça maintenant, que c'est ce que je penserais de TikTok en fait. Ou, Ouais, bah, tu veux pas te prendre la tête, tu veux juste faire du contenu, bah, allez tiens on va faire ça, ça dure 1 minute, tac, tu fais le bouton, pouf pouf et c'est fait. C'est marrant comme l'écosystème, enfin YouTube c'est YouTube, mais au final, la façon dont on le voit maintenant, c'est plus la même vision du tout. ouais, et c'est là, si on commence à aborder un peu la question de YouTube, c'est là où YouTube veut nous emmener aussi avec les YouTube Shorts. Quand tu entends le discours des équipes YouTube, tu entends, il y a des événements où je peux participer avec les équipes YouTube. Quand ils parlent des shorts, ils en parlent vraiment dans ces termes-là. Ils disent: «On veut que n'importe qui avec un smartphone publie des vidéos sur une chaîne YouTube». Comme sur TikTok. Et en fait, ils disent finalement la façon de produire des vidéos YouTube aujourd'hui, qui est généralement d'écrire un script, de tourner une vidéo, de faire du montage, de mettre d'uploader, tu vois, de transférer des fichiers, de faire une miniature, et cetera. Bah, c'est devenu hyper complexe par rapport à prendre son téléphone, appuyer, on fait 3 plans, on fait un mini montage, on met une musique, on balance. Et donc c'est une énorme barrière à l'entrée finalement pour la production de vidéos. Et c'est là où TikTok a pris de l'avance et c'est là où YouTube essaie de rattraper son retard. Et du coup, je me demande si on n'est pas à un moment de bascule où finalement le YouTube d'aujourd'hui, tu sais, c'est l'équivalent du blog pour moi à l'époque où je me disais: «Ah non, ça c'est trop contraignant, trop long, je vais faire du YouTube». Bah, peut-être les jeunes qui démarrent aujourd'hui, et qui vont démarrer en faisant des TikTok, ils se disent probablement la même chose de YouTube en se disant: «Ouais, mais attends, du montage, des trucs et tout, je vais pas m'emmerder, je vais faire juste du TikTok, quoi». Et du coup, l'avenir est peut-être là-dedans, finalement. C'est pour ça que YouTube veut pas rater le train, quoi. Ouais, ils ont sûrement bien raison. Et je vais juste recentrer parce que c'est là que enfin, je sais qu'on pourrait tous les 2 partir pendant très longtemps dans ce sujet Oh de oui! discussion. Donc tu lances, ta chaîne YouTube parce que justement, c'est facile. À ce moment-là, c'est ça le plus facile quand même et c'est vrai que, bah, le YouTube il y a combien de temps ça? C'était il y a 8 ans? C'était en 2011, je crois, fin 2011, Il y a 10 il me ans. semble. C'était Bientôt 9 ans. 10 ans. Ouais, non, fin 2012, pardon. Ça fait c'est 9 ans Ouais, cette 9 année. ans. 9 ans. Donc tu commences à faire des vidéos sur YouTube, tu fais des tutos et c'est ce que tu f à l'époque, tu sais pas que tu peux le faire à plein temps parce que ça paye pas forcément encore et en plus, c'est les débuts. Tu aux Pays-Bas, tu peux pas travailler. Tu te cherches un travail à ce moment-là ou tu te dis: «Beh, je vais quand même, faire YouTube à plein temps et m'occuper, bah, des enfants en même temps» ou comment ça se passe? Ouais, à ce moment-là, il y avait les enfants, et puis attends que je réfléchisse. Non, je cherchais pas un boulot, puis je pouvais pas. J'essayais petit à petit de développer ma boîte de stabilisateurs aussi en même temps. Mais en gros, j'étais sur 2 trucs, sur 3 trucs en même temps, quoi. Il y avait les enfants, il y avait les stabilisateurs et il y avait, ma petite chaîne YouTube qui démarrait comme ça, avec toujours plein d'autres idées de création d'entreprise, hein. J'ai plein de fiches idées dans des coins, mais en gros, rien qui se concrétisait derrière. Ouais Heu, et donc donc voilà, mais on savait pareil qu'on était là de façon temporaire, et qu'on allait encore bouger après. Donc non, non, j'avais pas mal de temps pour ma chaîne YouTube à ce moment-là, et puis ça a décollé tranquillement effectivement, ouais. parce que moi, ce que j'avais vu, c'est, en regardant le profil LinkedIn donc, c'était la l'étape d'après, c'était 2015, donc ça fait, 3-4 ans après où, c'était dans l'économie circulaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Enfin, c'est quoi on va dire le cheminement jusqu'à la prochaine jonction, entrepreneur slash et la chaîne qui grandit? Alors, en fait, tu le remarques, hein, depuis le début, c'est lié à ma vie de famille, hein.
avec les mouvements les mouvements professionnels de ma femme. C'était dans le contrat entre nous dès le début de toute façon qu'on mettrait la priorité sur sa carrière au départ parce que, ben, quand tu fais de la recherche, il y a pas 50 endroits où tu peux travailler. Et donc après ce poste, aux Pays-Bas, son contrat se termine et cette fois-ci, elle a eu un poste en Franche-Comté, à Besançon, OK. qui était un poste beaucoup moins bien rémunéré que ce qu'on avait aux États-Unis ou aux Pays-Bas. Donc dans tous les cas, j'avais pas le choix. Fallait que je bosse à ce moment-là, fallait que je trouve un boulot. Et donc même si ma chaîne YouTube, Mon Petit Réflexe, se développait bien à ce moment-là, en gros, j'ai eu effectivement quand même 2 choix. Je pouvais à ce moment-là, comme beaucoup de mes collègues sur YouTube, me dire: «Tiens, je vais, commencer à vendre de la formation». C'est un truc qui s'est fait énormément sur la photo, hein. Et donc devenir formateur en photographie ou devenir photographe de mariage. Enfin, tu vois, tu avais quelques voies comme ça possibles Mmh. quand tu te lances sur la photo. Hem et j'ai jamais vraiment voulu parce que le point de départ quand même de mon petit réflexe, c'était, bah, on venait, on progresse ensemble. Je me suis jamais posé comme étant un sachant, un prof qui va enseigner aux autres, qui va aider les autres à se développer. Je me suis toujours posé comme quelqu'un qui était au même niveau que toi, tu vois? Genre on apprend ensemble et donc je trouvais un peu, complexe l'idée de faire des formations, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai quelques petites sources de revenus, la pub, des dons, des trucs comme ça, mais c'est jamais allé bien loin. Et donc effectivement, à ce moment-là, la meilleure idée, c'était de chercher un boulot. Donc j'ai postulé à différents endroits et j'ai fini par décrocher un job effectivement dans l'économie circulaire. C'était un poste qui était décrit comme étant, un accompagnement de projets entrepreneuriaux sur un territoire, le territoire du Jura, et cetera. Et donc moi, je pensais que c'était un truc du type conseiller, d'entrepreneurs ou peut-être des entrepreneurs à définir leur modèle économique, à voir si leur activité est rentable, les aider peut-être à un peu mieux concevoir leurs produits, leur offre de service, et cetera. Chose dans laquelle je commençais à avoir un petit peu d'expérience entre, mon projet de fontaine, mon projet de stabilisateur, et cetera. En arrivant aussi avec une mentalité américaine, finalement, l'entrepreneuriat et pas avec une mentalité française. Je pensais avoir une vraie plus-value là-dedans et donc je me suis pointé à l'entretien pour découvrir qu'en fait, c'était un poste plus qu'on appelle enfin, après on a appelé ça de l'intrapreneuriat territorial. On était des intrapreneurs territoriaux, c'est-à-dire qu'en gros, on crée des activités pour un territoire. Donc avec une forte proportion de fonds publics quand même derrière. Et l'entrepreneuriat sur la base de fonds publics, c'est pas du tout la même histoire que l'entrepreneuriat, sur tes fonds propres ou sur des fonds privés. Oui. Hem, mais on avait la chance quand même d'être dans une structure où ils pouvaient nous avancer de l'argent pour qu'on puisse se lancer tout de suite. Ils nous avaient recrutés, donc moi et un certain Thomas. On avait été recrutés parce qu'on avait, 2 profils vachement portés sur l'action. Donc l'ingénieur, lui, c'était le mec d'école de commerce, et donc on était là pour dépoter et créer des petites activités, avec pour but que ça devienne rentable rapidement. Donc, pour donner un peu une idée, moi, le projet phare sur lequel j'ai travaillé, c'est le retour d'un système de consigne des bouteilles de vin du Jura. Donc un truc où n'importe qui pouvait ramener ses bouteilles de vin, dans plein de points de collecte. On récupère les bouteilles, on va les laver, on les revend aux vignerons et ça fait voilà, un cycle court de la bouteille, quoi. Donc c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à démarrer, qui était prometteur, qui a rencontré quelques petites difficultés, qui ensuite, au moment où je suis parti, est un peu retombé et qui est relancé depuis par d'autres personnes, un petit peu différemment, mais qui est toujours, voilà, qui est toujours actif. Bref, j'ai découvert, donc sur cette histoire de fiche de poste, que en fait, ils utilisaient un vocabulaire qui collait vraiment avec, l'entrepreneuriat, mais qu'en réalité, c'était du développement d'activités, sur fonds publics et donc sur la base de, bah, tu vas passer un an à créer des dossiers de subvention, à, serrer les mains des bonnes personnes pour que peut-être ensuite tu puisses avoir l'ADEME qui te paye ton poste pendant 6 mois, un an, le temps que ton truc voit le jour, et cetera. C'est des temps très longs, en fait, sur ces projets-là et il faut avoir une grosse résilience, si tu veux, que j'ai pas. Moi, j'ai besoin de passer à l'action très vite et puis de faire évoluer mon truc au fur et à mesure et donc pour moi, c'est vraiment c'est l'entrepreneuriat, ça va être un peu négatif ce que je veux dire, mais l'entrepreneuriat à la française poussé à son extrême. C'est-à-dire, tu dois, faire tes promesses avant d'avoir créé quoi que ce soit. Tu dois imaginer, le meilleur cas possible. Tu dois, presque prévoir tout ce qui va se passer dans les 10 prochaines années avant même d'avoir mis un doigt dans le cambouis, quoi.
Et donc tu sais que ça va pas se passer comme ça, mais tu as besoin de faire rêver un petit peu les gens pour avoir les financements, pour pouvoir lancer ton truc 2 ans ou 3 ans après. Et pour moi, c'est une des raisons qui fait qu'on a beaucoup de projets qui capotent dans ce milieu-là, sans parler du fait que tu as un certain nombre de personnes aussi qui naviguent dans ce milieu de financement en financement juste pour se payer leur salaire et qui finalement ne créent pas grand-chose derrière, quoi. Donc c'était un peu un reality check si tu veux de ce milieu-là, même si j'ai découvert des trucs super. J'ai découvert des moyens de enfin, tout ce qui est intelligence collective, le milieu de la coopération qui est passionnant parce que tu as plein de gens qui veulent vraiment, œuvrer pour le bien commun. Mais je me rends compte que tu as beaucoup de gens qui ont des très bonnes intentions, mais tu as toujours besoin derrière d'avoir une personne qui fonce. Oui. Et en fait, si tu as la personne qui fonce et qu'elle arrive à emmener les autres gens avec, c'est parfait. Donc enfin voilà, ça m'a permis de découvrir ce milieu-là qui est assez intéressant, mais je pense que c'est pas complètement pour moi. La petite phrase que tu as sûrement déjà entendue, mais qui se dit partout, mais beaucoup dans ce milieu-là, c'est, «Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». Tu as sûrement déjà entendu ça et ce que j'aime bien avec cette phrase, c'est que c'est totalement vrai et que, ben, en business, des fois, c'est bien d'aller vite. Donc, c'est bien de vouloir aller loin, mais s'il te faut 10 ans pour, commencer à aller loin et qu'il y en a 10 autres qui ont été plus vite que toi, bah, finalement, tu vas pas loin quand même à la fin. Donc, il faut un équilibre entre les 2 parce que si tu avances tout seul, bah, au bout d'un moment, déjà, tu vas te faire chier et puis tu vas te prendre un mur. Mais vouloir faire trop de coopération et cetera, ça amène des temps très longs qui font que parfois, bah, soit la passion s'en va, soit le projet n'est plus d'actualité, soit voilà. Donc il faut toujours un petit peu des 2 et c'était une bonne école pour ça finalement. Donc voilà, donc j'ai passé, 2 ans et demi dans cette boîte et là pour le coup c'est pareil, je suis arrivé quasiment au début de la boîte et donc Thomas et moi, on a construit vraiment le squelette du business model de cette entreprise quoi, de l'entreprise qui créait des activités sur le territoire. C'est Donc on a été chercher des chefs d'entreprise locaux, il y avait la partie effectivement un peu publique et politique, la partie citoyen aussi. Il fallait des projets un petit peu emblématiques. On a développé des méthodes et tout, donc c'était vraiment super intéressant en termes entrepreneurial finalement. Hem, donc voilà, c'est une belle expérience et ça a duré 2 ans et demi. Et je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne, mais là, il y a une longue histoire aussi. c'est marrant parce qu'en fait, on a l'impression que c'est pas la même histoire qui se répète, mais à chaque fois, tu builds sur ce qu'il y a de précédent. Et moi, je pensais, en fait, en voyant ton profil au début comme ça, à froid, sans avoir le détail, que ça avait pas forcément un lien entre eux. Alors que là, tout fait sens. On voit que cette structure de je veux créer, je veux développer, je veux mettre en action, quand tu te retrouves dans différentes situations, différents types d'entreprises, différents pays, à avoir des raisonnements similaires, mais qui aboutissent pas du tout au même résultat, ou au sens où c'est pas du tout sur le même secteur et ça rend l'impression que c'est des choses très différentes. Enfin, Ouais, je m'attendais pas trop à ça avant et je trouve ça vachement intéressant. Et donc là, ouais, toi c'est ça, c'est exactement ouais, ça. pardon, il doit y avoir un petit délai. Vas-y, excuse-moi. Non, non, t'inquiète, je pense qu'il y a un petit délai, des fois ça arrive qu'au milieu d'un call Zoom, surtout avec l'Australie, tu sais, ils mettent une seconde de plus. Hem, donc 2017, on est à peu près là et c'est, de ce que j'ai cru voir, le moment où tu vas créer, donc Le Coin des youtubeurs, ta deuxième chaîne YouTube. Comment est-ce que ce saut se fait? Parce que de ce que j'ai l'impression d'avoir vu, c'est à ce moment-là que tu es passé en full time sur YouTube. Hem, Quelle a été, ouais, justement la jonction? Tu disais que tu teasais avec le fait qu'il allait y avoir une longue histoire ici, mais comment ça s'est passé alors? Vas-y, dis-moi. Hem, donc je bosse dans cette boîte, dans le Jura, ça se passe bien et tout ça, même si on commence un peu à tourner en rond. Hem et et alors normalement, ma femme à ce moment-là doit partir à Marseille pour son boulot, avec, des collègues qui insistent énormément pour qu'elle vienne et cetera. Donc, on est sur un 99,5 on va dire, de partir à Marseille, 3 ou 4 mois après. Et donc là, je vais voir mon attends, non, attends, je vais la reprendre parce que j'ai loupé un bout. T'inquiète. Donc oui, je reprends. Clap. Ouais, tu le petit, machin que j'ai fait comme ça aussi, je me suis dit: «Tiens, on va juste le mettre là, je saurais qu'il y aura le petit, clap». J'imagine, ouais. Donc voilà, dans cette boîte, ça se passe bien, même si on tourne un petit peu en rond au bout d'un moment, mais globalement, c'est un boulot qui me plaît, quoi. Et je sais par contre que ma femme, encore elle, mais c'est elle la source de toutes nos aventures, donc c'est génial. Elle a essayé beaucoup de choses dans le labo où elle était. C'est un labo qui a pas beaucoup bougé, niveau scientifique, on va dire, et elle a besoin de bouger. Elle a besoin d'aller ailleurs, parce que c'est bien pour des
des vieux chercheurs, ce labo, mais pour des jeunes qui veulent démarrer une carrière un peu ambitieuse, c'était pas le bon endroit. Donc elle commence à regarder ailleurs et on sait que d'ici 6 mois, 1 an, on va bouger, à nouveau. Et donc à partir du moment où on sait que d'ici 6 mois, 1 an, on va bouger, moi je me retrouve un peu le cul entre 2 chaises en me disant: «Bon, aujourd'hui, j'ai mon job à temps plein, j'ai ma chaîne YouTube qui marche bien, je me retrouve à» et puis j'ai 2 enfants à la maison, une femme qui bosse et tout et je me retrouve, dans une situation un peu compliquée où, il y a plus beaucoup de temps disponible, et surtout je vais pas pouvoir continuer à faire les 2 en parallèle, quoi. Hem, donc là, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, j'ai pas décidé tout de suite. Je me suis dit: «Est-ce que déjà je peux vivre de ma chaîne YouTube sur la photo?» Donc pendant 6 mois, on va dire 5-6 mois, j'ai testé tous les moyens de monétisation possibles, à part les formations. OK. Et donc j'ai essayé de vraiment pousser à fond, le Tipeee, donc le système de dons pour les youtubeurs et cetera. J'ai essayé d'aller, décrocher plein de partenariats avec des marques, aller les contacter, aller, voilà, les relancer et cetera. J'ai essayé de faire des vidéos qui faisaient plein, plein de vues pour avoir un maximum d'argent, de la pub et cetera. Et au global, ma conclusion de tout ça, c'était, même si ma chaîne continue à se développer au rythme actuel, j'en vivrai pas avant 4 ou 5 ans au mieux, quoi. Donc, la conclusion, c'était: «Je ne peux pas vivre que de ma chaîne photo». Donc ensuite, je me suis dit: «Par contre, je commence à bien m'intéresser à tout ce qui font tout l'écosystème YouTube, comment fonctionne YouTube en tant que plateforme». J'ai commencé à l'époque à suivre pas mal de podcasts, de gens qui donnaient des conseils pour les youtubeurs aux États-Unis. Hem Et je me suis vraiment pris de passion pour ce système-là, les analytics, quel type de contenu marchait bien, pourquoi. À la fois un petit peu pour l'appliquer sur ma chaîne, mais aussi petit à petit, je me suis dit: «Bah, en fait, j'aimerais bien en parler parce que ça me passionne ce truc-là». Et cette fois-ci, donc j'ai décidé de démarrer la chaîne du coin des youtubeurs, en sachant qu'on allait avoir 6 mois, 6 à 9 mois, vraiment où ça allait être l'enfer en termes de boulot. Parce que du coup, ça veut dire que je démarre une deuxième chaîne YouTube. Donc j'ai mon boulot à temps plein de cadre. Pour donner une idée, j'étais à 1 heure et demie de voiture de l'endroit où je bossais. Donc j'avais 3 heures de bagnole par jour, Mmh. plus mon boulot à temps plein, plus les enfants, plus ma femme, plus 2 chaînes YouTube. Donc c'était des trucs où, je me couchais à 2 heures du matin et je me levais à 6 heures et demie, quoi, en gros, ou 6 heures, je sais plus. Donc vraiment pas tenable. C'était un peu dangereux même parfois quand j'y repense. Hem, mais je voulais tester ça. Je voulais tester le fait de démarrer une autre chaîne YouTube qui pourrait être mon activité principale dans les années à venir, pour avoir cette option, le jour où on déménage, on savait que ça allait venir bientôt, de me dire: «OK, vu que je vois la trajectoire du coin des youtubeurs, je sais que d'ici 6 mois, 1 an et demi, je peux en vivre, donc je peux ne pas prendre un boulot salarié». Voilà, mais je voulais tester le truc. Je ne pouvais pas me dire à l'avance: «Non, ça ne marchera pas, je laisse tomber, je fais rien et j'abandonne ma chaîne photo» et cetera. Il fallait que je tente le coup, quoi. Donc on a pris 6 mois comme ça et à nouveau merci à ma femme de m'avoir suivi pendant cette période-là. Et donc voilà, je lançais le coin youtubeur cette fois-ci avec une philosophie complètement différente de mon petit réflexe, parce que là, l'idée, c'était de dire: «Je suis une personne sachante parce que je me renseigne, je fais de la veille en permanence, je teste des choses». J'ai mis mon ingénierie quelque part au service de mon activité parce que là, quand on va plonger dans les analytics sur YouTube, il y a de la data, il y a de l'analyse, il faut rechercher des tendances, puis ensuite on met en place des protocoles de test pour vérifier si nos intuitions sont bonnes et cetera. Il y a de l'amélioration continue. Donc c'est assez proche finalement de ce qu'on apprend en école d'ingénieur. Et donc en lançant le coin de youtubeur, dès le début, je disais: «Bah, à terme, je vendrai des formations, je ferai du coaching», voilà, c'était prévu comme ça à l'avance, quoi. Et donc voilà, je l'ai lancé et ensuite, du coup, on devait partir et finalement, on n'est pas parti tout de suite, à Marseille. Le truc à Marseille, c'est pas fait. Du coup, on a repris une année de plus, mais le problème, c'est que quand on a su qu'on devait partir à Marseille, moi, j'ai été voir mon boss, sachant à quel point c'est difficile de recruter des cadres dans le Jura et je leur ai dit: «Bah, voilà, d'ici 3 4 mois, sachez que je poserai ma démission pour suivi de conjoint quand on partira à Marseille et cetera. Donc commencez à chercher quelqu'un, quoi». Et pour une raison qui est trop longue à expliquer ici, mais qui, pourrait, mériter de faire un film tellement c'était incroyable, on n'est pas allé à Marseille. Un truc avec du suspense jusqu'à la dernière minute et tout, mais je te le raconterai en off si tu veux. Là, tu nous dis sur la prochaine Hem, vidéo. c'est ça. Donc pour une raison, que j'expliquerai pas ici, on n'est pas parti à Marseille. Et donc du coup, on repartait pour 1 an au minimum avant que ma femme puisse trouver un autre endroit où aller, quoi. Et donc non seulement j'avais déjà dit à enfin, ils avaient déjà commencé à chercher quelqu'un pour me remplacer,
Mais en plus de ça, moi, j'ai été engagé maintenant avec le coin des youtubeurs. Je ne peux plus faire machine arrière et je savais que je ne pouvais pas reprendre un an de plus avec cet emploi du temps de malade, quoi. Donc je suis allé les revoir mes pa mes mon boss, la queue entre les jambes quelque part en disant: «Bah, je suis vraiment vachement embêté, mais le truc à Marseille, ça va pas se faire. Par contre, faut qu'on trouve un moyen d'aménager quelque chose parce que je peux pas, je pourrais pas continuer comme ça. Je vais péter un plomb, quoi. Donc soit, et je leur ai dit à ce moment-là, hors de question que j'abandonne mes activités YouTube. Donc je les ai mis un peu devant le fait accompli. Malheureusement, c'est pas très élégant la façon de faire. J'étais prêt aussi à mettre de l'eau dans mon vin en disant: «On peut peut-être faire un mi-temps», tu vois? Il y a des moyens d'aménager les trucs. Et finalement, ils ont accepté très gentiment et je les en remercie de faire une rupture conventionnelle et tu vois, tout à l'heure, je disais que l'entrepreneuriat en France n'est pas toujours idéal, mais le système de rupture conventionnelle qui te permet de toucher du chômage pendant un an et demi pour pouvoir lancer ton activité, c'est quand même absolument génial C'est et on incroyable. est nombreux à en profiter et donc voilà, donc j'ai pu faire une rupture conventionnelle et avoir un petit peu de sous, donc un revenu régulier, on va dire, le temps de vraiment lancer mon activité, autour du coin des youtubeurs et de mon petit réflexe et continuer à développer ma partie YouTube. Donc c'est le moment où je me suis lancé full time, et pour faire les choses bien, je me suis rapproché d'un incubateur de start-up à Besançon. Donc pendant un an, j'étais dans cet incubateur de start-up, voilà, donc où j'ai découvert encore une autre philosophie de la création d'entreprise, qui est aussi très différente, qui a aussi ses avantages et ses inconvénients. Je ne me suis pas retrouvé totalement non plus dans l'idée d'essayer enfin toutes les startups en gros, elles veulent changer le monde et elles ont besoin d'1 million d'euros pour ça et de scaler très vite, quoi. Vraiment je schématise Tu le as truc, le mais tu le fundraising et tu as le bootstrap, quoi. Il y a les 2 écoles, mais c'est ça, la 1re est plus valorisée. c'est ça et fundraising, c'est pas ma came donc finalement, moi, c'était bien, j'ai appris plein de trucs et j'ai chopé des techniques, notamment sur tout ce qui était commercial et cetera, qui sont super intéressants. J'ai échangé avec des gens super intéressants, mais c'est pas mon univers donc voilà, après un an, de toute façon, après ensuite on a déménagé et donc tout ça, ça a changé. Voilà et donc Et pour terminer l'histoire, on a déménagé donc en région lyonnaise, hem et puis on a acheté une maison et donc il y avait plein de travaux à faire et tout ça. Hem, mais voilà, comme je te disais, ma trajectoire du coin des youtubeurs, je l'avais. J'avais déjà lancé une formation, je vois que ça a marché, un petit peu. J'ai de l'intérêt pour des coachings, des audits de chaîne. Donc en fait, si tu veux, même si à ce moment-là, je ne me verse pas encore un salaire à temps plein, je vois la trajectoire où ce sera possible après. Donc ça me paraissait jouable. Donc j'étais confiant dans l'idée de partir sur cette activité. Et puis, ça me permettait même d'être confiant durant les 6 mois où on a retapé la maison et où, bah, je bossais beaucoup moins sur mes chaînes YouTube. Quand tu as fait du plâtre toute la journée, c'est difficile le soir d'être créatif et te dire: «Allez, je vais écrire ma prochaine vidéo». Hem, mais voilà, pour faire les choses rapidement, j'ai eu cette année et demie où j'ai eu les indemnités chômage, on va dire, qui m'a permis de mettre de l'argent de côté, qui m'a permis l'année suivante de me verser un SMIC en prenant un petit peu dans la caisse et puis, qui me permet aujourd'hui, même sans prendre dans les caisses, je peux me verser encore plus qu'un SMIC. Je me suis augmenté un petit peu. Donc je suis pas encore, richissime et tout ça, mais je maîtrise totalement ce que je me verse, ce que je gagne. Si je bosse plus, bah, je peux gagner plus, enfin voilà, mais arrivent aussi les questions ensuite d'équilibre de vie personnelle, vie professionnelle. Donc voilà à peu près le stade où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai une activité qui marche bien. Sur le coin des youtubeurs, mon petit réflexe, plus une partie où je fais du conseil pour les entreprises aussi dans leur stratégie YouTube. Et donc c'est un triptyque qui me va bien, qui est un peu complexe à gérer parce qu'il y a trois business en un finalement, mais qui en termes de chiffre d'affaires est relativement stable et me permet de me verser un salaire sympa, quoi. Voilà. OK. Si ça te va et si tu as encore le temps, j'aimerais orienter, 2 dernières questions, ce qui est déjà 8 heures, australiennes du soir, donc il va être 10 heures pour toi. Vas-y, vas-y. On a encore le temps pour 2 questions? Ouais, vas-y. OK. Sur, l'aspect donc, maintenant une fois que tu es full-time youtubeur, hem, j'aimerais bien que tu me dises ce en quoi pour toi ta formation ingénieur t'aide et il y a les analytics, ça paraîtra sûrement évident, mais est-ce qu'il y a que ç on va en parler, mais est-ce qu'il y a que ça ou est-ce qu'il y a aussi d'autres aspects de YouTube, même sur la façon par exemple de créer, d'avoir créé ton triptyque en termes de chiffre d'affaires, de ressources, de revenus autour de la chaîne, autour de l'entreprise elle-même que tu gères. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris en école d'ingénieur ou des process, des méthodes que tu réutilises? Comment est-ce que tu vois ça?
Ouais, il y en a pas mal en fait. Alors évidemment, les cours de chimie industrielle, je m'en sers pas trop, mais mais tout ce qui était, gestion de projet, c'est énorme, les cours de gestion de projet. Tout ce qui était, même petits projets de groupe en fait, quand tu dois travailler en équipe, comprendre, comment fonctionnent les uns et les autres dans un univers professionnel et comment tu peux manager pour, une personne par rapport à une autre, par rapport à toi-même, à tes compétences. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que je travaille pas tout seul aujourd'hui, je travaille avec des freelances. Donc voilà, il faut gérer un petit peu tout ça. Et puis, pour moi, les 2 trucs les plus importants quand même, c'est, des outils d'analyse. J'ai un esprit très analytique. En gros, quand j'étais en école d'ingé, ils avaient un peu on se faisait évaluer nos profils et moi, ils m'avaient dit: «Bon alors, excellent esprit d'analyse et de synthèse, donc toi, le métier idéal pour toi, c'est auditeur qualité». Et là, j'ai fait: «Hein? Ah génial!» Oh, le mec, il va dans l'usine pour améliorer les process de 3 en un an, tu vois? Voilà. Donc bon, mais ils avaient vu très juste finalement quand même sur le fait que mon point fort, c'est ça en tout cas, c'est de prendre une énorme masse d'informations, réussir à analyser ça et à transcrire ça de façon lisible et simple, et finalement plutôt que de l'utiliser pour améliorer des process dans une usine, je l'utilise pour, transmettre du savoir. Mais c'est le même procédé finalement derrière. Hem Qu'en plus, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, le la transmission. Quand j'étais gamin, je voulais être un et c'est bon voilà, donc ça se tient si tu veux. Et voilà, sur YouTube, il se passe des milliers de choses. Il y a des milliers d'expérimentations d'algorithmes, il y a des retours d'expériences parfois contradictoires de plein de directions différentes. Donc il faut accumuler une masse d'infos et être capable de lire dedans ce qui est juste, ce qui se ressort un peu de la fable ou de la mauvaise expérience, mettre en place les expérimentations en face pour valider nos intuitions, tout ça. Et donc moi, je m'éclate vraiment là-dedans. Analyse, synthèse et je fais ça aujourd'hui, c'est une de mes activités principales. Pour des youtubeurs qui développent leur chaîne YouTube, bah, je vais voir dans leurs analytics et je leur dis: «Voilà ce que la data dit». La data dit que, bah, là, tu es pas très bon dans tes vidéos, donc il faut que tu l'améliores de faire ça, faire ça, faire ça. Par contre, là, tu es excellent, tu pourrais en faire plus. Voilà les types de sujets qui intéressent plus ton audience, ceux qui intéressent moins ton audience. Voilà là où tu pourrais potentiellement gagner plus d'argent, gagner moins d'argent. Donc ça, c'est une partie où finalement je me retrouve vraiment à ma place. Donc ça, c'est cool et puis après, un truc qui est un peu, que j'avais pas forcément anticipé, c'est la partie, créativité. On a fait, mais c'est peut-être propre à l'école d'ingénieur que j'ai faite, mais on avait pas mal de séances de créativité. On apprenait à être créatif alors qu'en arrivant en école d'ingé, j'étais persuadé que j'étais pas du tout créatif. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui va faire beaucoup de dessins, de musique et de trucs comme ça. J'associais la créativité à ça. Ouais. Mais en fait, la créativité dans la résolution de problèmes, c'est là où je m'en sors très bien. Quand il y a un souci, il faut trouver plein de solutions possibles, plein de solutions différentes et ça, c'est typiquement du métier d'ingénieur, tu vois? On a ce problème-là, toi, tu es l'ingé, tu vas nous trouver une solution. Et ça, c'est le genre de créate que j'aime bien et sur YouTube, on a beaucoup ça. Tu vas avoir quelqu'un qui va te dire: «Ben, moi, j'ai un souci, c'est que, bah, avant, je faisais, 20 000 vues sur mes vidéos, maintenant, j'en fais plus que 5 000, qu'est-ce qui se passe et comment je fais pour m'en sortir?» Bah, tu as un problème, tu vas trouver plein de solutions possibles et imaginables en fonction de ce qui se fait ailleurs, en fonction de la personnalité du youtubeur que tu as en face et cetera. Et puis la créativité, elle est importante aussi pour la création de tes propres vidéos, tu es bien placé pour le savoir. Trouver des sujets qui peuvent être intéressants, trouver quel angle va, donner envie aux gens de cliquer sur la vidéo pour la découvrir. Quelles sont les infos qui sont hyper pertinentes et que tu devrais peut-être placer au début? Quelles sont celles qui, toi, te semblaient intéressantes, mais finalement n'apportent rien de plus à ta vidéo? Donc tout ça, c'est hyper important finalement. Donc même dans la création de contenu, je me retrouve là-dedans. Et le dernier point que j'aime beaucoup, c'est et que j'ai appris cette fois-ci en conception de produit, c'est de placer le client en premier. En conception de produit, tu vas d'abord, aller, je sais pas moi, dans un magasin, voir comment les gens se comportent. On en faisait aussi un peu de, qu'on appelle ça des analyses ergonomiques, tu vois? Tu regardes le comportement d'un utilisateur avec un objet et ensuite tu en déduis quel type d'innovation tu peux faire pour satisfaire encore plus, le besoin ou l'envie de ton consommateur. Bah, finalement, YouTube, c'est la même chose, c'est juste appliqué à du divertissement en ligne ou de la vidéo en ligne, mais c'est le même principe et ça, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup voir ce que les gens aiment et pouvoir toujours mieux les satisfaire. L'ergonomie, c'est la vie. C'est incroyable. Il y Ça a, te parle? ah ouais, ça me parle et puis même il y a ce que tu as dit juste avant, c'était, je trouvais ça très beau, je l'avais jamais entendu.
C'est, la créativité dans la résolution de problèmes, comme force chez les ingénieurs et comme, en fait, comme type de créativité pour les ingénieurs. Ouais, je trouve Ouais, ça bon, c'est parce que ça me touche, donc forcément, je trouve ça plus joli, je trouve ça limite poétique, mais, parce que pareil, je me retrouve parce que jamais je me suis dit quand j'étais gamin que j'allais être créatif. Ce que YouTube va être un exutoire créatif d'une certaine manière et j'aime beaucoup là, cette façon de le voir dans la résolution de problème parce que c'est ça, c'est pas, A implique B implique C, c'est tu as implique B et tu veux arriver à un résultat D et comment tu y arrives? Bon et tu pars d'un A un peu inconnu, il faut que tu sois créatif pour réussir à tout relier entre eux, en comprenant le système qui est autour de toi, qui est complexe et en ouais. faisant quelque chose d'efficace. Donc ouais, non, je vois très bien. Et une dernière question pour, clôturer, cette interview. Si tu devais donner un conseil ou plusieurs à un jeune ingénieur qui est soit dans ses études encore, soit qui vient d'être jeune diplômé et qui a un travail à temps plein, qui veut se lancer sur YouTube, il y a peut-être un sujet qui l'intéresse, mais quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un ou soit à ton toi d'il y a 10 ans si tu devais, recommencer? Bah, le conseil, il est hyper simple, c'est celui qu'on entend partout, mais c'est de démarrer tout de suite. C'est vraiment pas d'attendre. Alors, si c'est pour démarrer sur YouTube, dites-vous que votre première vidéo YouTube, personne ne va la voir. Ça va être vrai pendant longtemps d'ailleurs. Pendant longtemps, personne ne la verra, cette vidéo, parce que YouTube va pas forcément plus la mettre en avant que ça. Donc voyez ça comme un galop d'essai, comme, bah, tiens, je fais un test. Elle peut être même toute pourrie, ça peut être juste, enfin voilà, vous pouvez retourner voir mes premières vidéos sur ma chaîne photo, c'est exactement ça, hein. C'est le son est pourri, il y a pas de lumière, je sais pas m'exprimer, enfin voilà. Donc il y a pas besoin de matériel non plus. Vous avez un smartphone, on a des trucs incroyables. Enfin, je veux dire, tu as une caméra et un micro qui sont absolument géniaux là-dedans. On se met à côté d'une fenêtre, on a une belle lumière, boum, on peut faire une super vidéo. Hem, donc ça, c'est vraiment le 1er point, c'est cette peur de se lancer ou d'essayer. Une autre phrase que j'aime bien dire souvent, c'est que YouTube, c'est le royaume des introvertis. Il y a beaucoup de gens qui sont introvertis, qui se disent: «Bah, ouais, mais moi, je vais pas me montrer, je vais avoir peur de me montrer» et cetera et passer, en fait, cette barrière au départ de: «Je vais montrer mon image» et surtout, je vais devoir me voir pendant que je fais mon montage, je vais devoir entendre ma voix pendant que je dois faire mon montage, ce qui est assez horrible pour la plupart d'entre nous. Passé ce moment-là, en fait, généralement, les introvertis, marchent bien sur YouTube parce qu'ils ont une pensée beaucoup plus structurée que des extravertis. Les extravertis, en gros, ont besoin des autres pour rebondir, pour, engager une discussion. «Ah oui, tu as dit ça, bah, c'est intéressant parce que ça et puis ça et puis ça» et finalement, quand on parle sur YouTube, on parle à des milliers de gens, mais on est tout seul face à notre caméra et donc en fait, avoir une pensée structurée, comme l'ont beaucoup d'introvertis, souvent plus analytique, plus posé et cetera, c'est vachement, c'est un gros avantage, en fait. Donc les introvertis qui passent cette barrière de départ de se lancer, heu, généralement se débrouillent bien. Donc voilà, première chose, c'est allez-y, faites-en 2, 3, 4 vidéos, personne ne va les voir. Vous pouvez toujours les mettre en non répertorié après si vous en avez honte et dans le pire des cas, de toute façon, tout le monde comprend que les premières vidéos d'une chaîne YouTube, elles sont pourries et donc on vous le reprochera jamais. Donc faut le faire et ensuite, mais plus tard, quand vous avez commencé à développer un peu votre chaîne, que vous avez trouvé une audience, un peu de traction comme on dit dans le milieu de l'entreprise, c'est de commencer à écrire ces vidéos. Ça, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a très peu de temps mais c'est absolument génial et c'est fou les résultats que ça apporte en fait par rapport à se dire: «J'ai juste 3 bullet points que je vais balancer comme ça». Mais c'est une toute autre gymnastique encore. Ça peut rassurer d'ailleurs des introvertis pour se lancer, d'avoir un texte déjà écrit à l'avance avec un prompteur et tout. Il faut essayer de faire en sorte que ça passe naturel quand même, que ça ait l'air naturel. Mais écrire ces vidéos, c'est assez intéressant parce que ça fait du contenu beaucoup plus dense et beaucoup plus qualitatif. Parce que YouTube change et il y a 10 ans, on pouvait démarrer une chaîne YouTube en blablatant pendant un quart d'heure sans dire grand chose dedans. Autant aujourd'hui, il y a tellement de vidéos hyper qualitatives qu'il faut avoir un propos bien structuré, bien écrit, pour que ça fonctionne. Et sur TikTok, c'est un peu pareil. TikTok ou les shorts, c'est un peu la même chose, hein, finalement. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir sans trop écrire leur contenu, mais globalement, il y a tout le temps soit un concept créatif derrière, soit, je ne vais pas dire un mini storytelling, mais presque. Tu sais, quand tu as des petites scénettes qui vont s'enchaîner, il se passe un truc, puis un autre, puis un autre. Ça a l'air bête TikTok, mais quand on doit enchaîner 4, 5 plans différents pour illustrer ce qu'on vient de dire, pour faire une petite blague et cetera, il y a une certaine gymnastique qui est pas facile à appréhender quand même. Donc, enfin voilà, je pense que sur TikTok, c'est pareil, ça va se professionnaliser et donc bah, voilà, faut y aller, mais c'est drôle, c'est sympa. C'est très, très chouette à faire donc, allez-y, lancez-vous. Vous risquez rien, au pire, vous apprendrez à vous exprimer un peu mieux à l'oral et c'est toujours ça de prix pour votre carrière pro. Il y a pas grand-chose à perdre. Bah non, Je te du rejoins sur le temps, un pro peu de temps. ouais, mais on en a beaucoup quand on est étudiant.
Ouais, C'est l'avantage. Je te même relance si sur le on a premier point. l'impression qu'on en a pas. Oui, En c'est vrai, ça. après, tu sais, quelques années après, tu dis: «Oh putain, tout le temps que j'avais, en fait, à cette époque-là». Ouais. Ouais, non, je te rejoins sur le premier point, sur le fait de tout écrire. Je pense qu'il y a des il vaut mieux privilégier d'abord se lancer et ensuite, bah, si tu veux écrire, tu écriras. Oui. Personnellement, je n'écris pas, j'ai pas de script. J'ai un plan détaillé, très détaillé qui permet de garder une certaine densité, mais tout écrire, certains c'est une force pour certains. Moi, j'ai beaucoup de mal à écrire. Enfin, vraiment écrire un texte long, mot par mot, j'ai déjà essayé, j'ai passé 30 heures sur ma plus grosse vidéo. Ouf, ouais. Tout compris, donc mais sûrement 10-15 heures d'écriture, impossible. En plus, c'est dur. Donc si tu as pas l'écriture, tu as pas besoin d'écrire non plus, tu peux quand même y aller avec juste un plan détaillé, ça peut très largement suffire et je rejoins le premier point Oui. Ouais. sur le se lancer, c'est le plus important. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast Discussion d'ingénieur avec Sylvain Lepoutre. N'hésitez pas à lui donner une bonne note sur votre plateforme de podcast préférée si vous l'écoutez ailleurs que sur YouTube. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Discussion d'ingénieur.